Thomas Berger avait tout ce qu'on pouvait rêver. Des immeubles imposants, des voitures de luxe alignées comme des trophées, des jets privés prêts à décoller à tout moment. Quand il entrait dans une pièce, les gens se levaient, impressionnés. Quand il parlait, ils applaudissaient, suspendus à ses mots. Son téléphone vibrait sans cesse, un flot incessant de messages et d'appels. Sa richesse dépassait l'imagination de la plupart des mortels. Sa famille dirigeait Berger Industries, une entreprise tentaculaire qui inspirait crainte et admiration. Certains le vénéraient comme un dieu, d'autres le redoutaient comme un roi. Mais au fond de lui, Thomas était épuisé. Épuisé par les sourires hypocrites, par les femmes qui ne voyaient en lui qu'un portefeuille ambulant, jamais l'homme qu'il était vraiment. Le monde le qualifiait de génie, de puissant, d'intouchable. Pourtant, une fois la nuit tombée, tout changeait. Chaque soir, le silence envahissait sa vie. Un silence lourd, oppressant. Il habitait seul dans une immense demeure, un palais de luxe avec des pièces où il ne mettait jamais les pieds. Les lumières brillaient, mais son cœur restait plongé dans l'obscurité. Son lit était confortable, moelleux, mais le sommeil le fuyait. Allongé, il fixait le plafond, hanté par une question qui revenait sans cesse. Est-ce que quelqu'un m'aime pour moi? Thomas avait eu de nombreuses conquêtes. Des mannequins aux courbes parfaites, des avocates brillantes, des influenceuses au sourire éclatant. Elles riaient à ses blagues, même les plus plates, et leurs yeux pétillaient devant son argent. Mais il savait, au fond, qu'elles n'aimaient pas l'homme. Elles aimaient le milliardaire. Puis il y eut Anna. Elle était différente, du moins c'est ce qu'il avait cru. Intelligente, charmante, douce, elle semblait sincère. Thomas s'était laissé aller, il lui avait ouvert son cœur. Il lui avait offert une bague, imaginé un avenir à deux. Mais un matin, alors qu'il arrivait plus tôt que d'habitude à son bureau, il l'avait surprise. Elle était là, dans les bras de son directeur financier, riant, l'embrassant. Thomas n'avait rien dit. Il avait simplement tourné les talons et quitté la pièce. Ce jour-là, quelque chose en lui s'était brisé. Il avait annulé le mariage, renvoyé le directeur, et s'était enfermé dans sa maison pendant des jours. Personne ne l'avait vu, pas même son assistante, Clara. Les rumeurs disaient qu'il était parti à l'étranger, mais non, il était là, chez lui, à réfléchir, à souffrir, à se demander « N'étais-je pas assez bien pour elle? Si j'étais pauvre, est-ce que quelqu'un m'aimerait ?» Cette nuit-là, la pluie tambourinait contre les vitres et le tonnerre faisait trembler les murs. Debout près de la fenêtre, Thomas murmura dans l'obscurité « Je vais le découvrir ». Il se retourna, attrapa son téléphone et appela Clara. « Trouve-moi une vieille chemise, un pantalon déchiré et des tonnes, ordonna-t-il. « Monsieur » répondit-elle, perplexe. « Pas de vêtements de marque, pas de montre, pas de voiture. Je veux ressembler à un homme qui n'a rien. » Clara resta silencieuse un instant, puis acquiesça. « Oui, monsieur. » Thomas Berger, milliardaire et PDG de Berger Industries, avait pris sa décision. Il allait se faire passer pour un mendiant, non pas pour s'amuser, mais pour savoir si l'amour véritable existait encore. Il ne se précipita pas. Il savait qu'un changement trop brutal risquait de le trahir. Alors, il procéda par étapes. Il cessa de se raser, laissant sa barbe pousser, épaisse et désordonnée. Fini les costumes impeccables, il enfila des t-shirts usés, des tongs et des jeans troués. Plus de montres au poignet, plus d'appels avec des gens influents, plus de chauffeurs ou de gardes du corps en costume noir. Un matin, avant l'aube, il prépara un petit sac et quitta sa demeure. Les domestiques pensèrent qu'il partait en voyage. Personne ne savait où il allait, pas même ses parents, qui étaient à Londres pour affaires. Cela rendait les choses plus simples. C'était sa chance. Thomas trouva une petite chambre dans un quartier délabré. Les murs étaient fissurés, la fenêtre n'avait pas de rideau, et le matelas sentait la poussière. Mais il ne se plaignit pas. Il voulait vivre comme un homme sans rien. Chaque jour, il arpentait les rues, acceptant de petits boulots, pousser des brouettes au marché, aider des menuisiers, laver des voitures. On le payait en billets froissés qu'il glissait dans sa poche. Personne ne savait qui il était. Pour la première fois depuis des années, il se sentait invisible, et curieusement, cela lui plaisait. Le soir, assis sur son lit bancal, il regardait un vieux calendrier accroché au mur et réfléchissait à sa vie. Le vrai Thomas, celui caché derrière l'argent et le pouvoir, commençait à émerger. Il parlait peu, souriait aux passants. La plupart l'ignoraient, certains le saluaient d'un signe de tête, d'autres le dévisageaient. Mais personne ne le reconnaissait. Même milliardaire, il avait toujours fui les projecteurs, et cela jouait en sa faveur maintenant. Pendant ce temps, en ville, Clara travaillait dans l'ombre. Elle faisait confiance à Thomas, même si elle ne comprenait pas totalement son plan. Via des applications de rencontres de gamme, elle organisait des rendez-vous à l'aveugle pour lui. À chaque femme, elle racontait la même histoire. Vous allez rencontrer un homme qui avait une belle vie mais qui a tout perdu à cause de la crise économique. Il fait des petits boulots manuels et tente de se reconstruire.
Aucune ne savait qu'il était Thomas Berger, le milliardaire, fils du grand patron de Berger Industries. Les rencontres avaient lieu dans des endroits simples, des restaurants bon marché ou des stands au bord de la route, avec des chaises en plastique et des plats servis dans du papier aluminium. Thomas arrivait toujours en avance, s'asseyait tête baissée et attendait. Clara avait aussi prévu une sécurité discrète. 2 gardes du corps le surveillaient de loin, sans costume ni oreillettes, fondus dans la foule, prêts à intervenir si besoin. Thomas ne cherchait pas les ennuis. Il voulait juste la vérité. Quelqu'un pouvait-il aimer un homme sans rien? Le test avait commencé. Le premier rendez-vous eut lieu un jeudi soir. Thomas portait une chemise délavée et un jean usé. Ses cheveux étaient en désordre, ses chaussures couvertes de poussière après une journée à marcher. Il s'installa devant un petit stand qui servait du riz juteux et des brochettes grillées. Le ciel virait à l'orange et l'air embaumait les épices et la fumée. Elle arriva bientôt. Une jeune femme nommée Julie, vêtue d'une robe rose éclatante, perchée sur des talons qui claquaient sur le sol. Ses ongles longs brillaient au soleil. C'était une influenceuse de mode avec des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, aperçut Thomas, fronça les sourcils, puis regarda à nouveau, comme si elle espérait s'être trompée. « C'est toi » demanda-t-elle, sceptique. Thomas lui offrit un sourire. « Oui, merci d'être venu. » Elle s'assit avec réticence, son visage déjà crispé de dégoût. « Tu sais, j'ai cru à une blague » dit-elle en sortant son téléphone. « Tu m'as vraiment invité ici ? Ici ?» Thomas resta calme. « C'est tranquille, et la nourriture est bonne. » Julie éclata de rire, un rire sec et moqueur. « Je ne peux pas faire ça » lança-t-elle en attrapant son sac. « La prochaine fois, habille-toi comme un être humain, pas comme un type qui sort d'une poubelle. » Elle partit avant même que la serveuse n'apporte de l'eau. Thomas resta là, silencieux. Il attendit quelques minutes, paya l'addition et rentra chez lui dans la nuit, seul. Le deuxième rendez-vous fut différent, plus sérieux. Elle s'appelait Sophie, une avocate au regard perçant, pleine d'assurance et d'intelligence. Ils se retrouvèrent dans un coin au bord de la route où l'on servait une soupe épicée dans des bols en métal. Elle posait des questions précises, mais quelque chose clochait. « Tu fais du travail manuel, c'est ça ?» demanda-t-elle sans sourire. « Oui », répondit Thomas. « Quel genre de travail exactement? Payé à la journée ou à la semaine? »« Ça dépend des jours, » dit-il simplement. « Et tu vis où maintenant ?» Thomas la regarda. Une petite chambre dans un immeuble partagé. Elle hocha la tête, sortit un carnet et commença à noter. « Mariée avant? Combien de frères et sœurs? Où vivent tes parents? Que as-tu étudié? Ton nom de famille, c'est quoi déjà ?» Elle ne mangea pas. Elle écrivait, calculait. Thomas répondit poliment, masquant soigneusement la vérité. Elle ne cherchait pas à le connaître, elle évaluait s'il valait l'investissement. Quand la soupe arriva, elle se leva. « Je t'appellerai » dit-elle. Elle ne le fit jamais. La troisième femme faillit le convaincre. Elle s'appelait Marie, avait une voix douce, des manières polies, presque tendres. Elle souriait beaucoup, disait qu'elle aimait les hommes simples, ceux qui se battaient pour s'en sortir. Thomas se prit à espérer. Peut-être celle-ci était différente. Ils parlèrent des heures. Elle lui posa des questions sur sa vie, ses rêves. Elle raconta son enfance difficile, expliqua qu'elle comprenait la souffrance. Thomas l'accompagna chez elle ce soir-là. Elle lui prit la main et murmura qu'elle ressentait quelque chose de vrai. Le lendemain matin, elle lui envoya un message. « Salut, mon cœur, je n'osais pas demander, mais je suis dans une situation compliquée. Mon loyer vient d'expirer, et je n'ai rien à manger. Même un petit coup de pouce me toucherait beaucoup. Je crois vraiment en nous. » Thomas fixa son téléphone. Moins de 24 heures après leur rencontre, et déjà des exigences. Pas de l'amour, juste un besoin masqué. Cette nuit-là, assis devant sa petite chambre, sous un ciel éclairé par une lune pleine, avec les aboiements des chiens au loin, il ne dit rien, ne bougea pas. Son cœur était las. Il repensait au rendez-vous, au sourire qui sonnait faux. Peut-être que l'amour sincère n'existait pas. Peut-être que personne ne voyait l'homme, seulement le statut, l'argent. Peut-être que c'était tout ce qu'il serait jamais pour eux. Un matin, Thomas se réveilla et resta assis sur son lit, les yeux perdus sur le mur. Le ventilateur tournait lentement au-dessus de lui, l'air était chaud, ses vêtements collaient à sa peau moite. Il avait été gentil, patient, honnête, et pourtant, chaque femme le voyait soit comme une plaisanterie, soit comme une opportunité. Il attrapa son téléphone et appela Clara. Quand elle décrocha, il ne la salua même pas. « J'en ai fini », dit-il simplement. Clara marqua une pause. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« J'ai essayé. J'ai parlé, j'ai marché des kilomètres sous cette chaleur, assis sur des chaises branlantes, mangé dans des assiettes bon marché, et rien. Personne n'est sincère. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais été. Je suis juste une cible, ajouta-t-il. Ils ne veulent pas de moi, ils veulent ce que je pourrais avoir.
Il était prêt à faire ses valises, à retourner dans son manoir. Mais la voix de Clara s'adoucit. Il y a des gens bien, hommes et femmes, là dehors, monsieur, dit-elle. J'en ai épousé un. Thomas resta silencieux. Tu ne m'as jamais parlé de ton mari, répondit-il. Il n'était pas riche quand on s'est marié. On s'est rencontrés quand on n'avait rien, juste de l'espoir. 10 ans plus tard, on est toujours là, heureux, avec tout ce qu'il nous faut. Thomas ne répondit pas. Clara ajouta. Ne laissez pas 3 mauvaises rencontres vous faire douter de la bonne personne. Il ricana. Tu crois vraiment que quelqu'un peut aimer un homme qui n'a rien? Oui, dit-elle, mais seulement si cet homme devient vraiment rien. Thomas plissa les yeux. D'accord, dit-il. Allons jusqu'au bout. Clara sembla surprise. Comment ça? Je vais sortir encore, expliqua-t-il, mais pas comme un simple ouvrier cette fois. Il se leva lentement. Je veux voir si quelqu'un dans ce monde peut aimer un homme qui semble avoir tout perdu. Il marqua une pause. Je vais devenir un mendiant sans abri. Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis, à sa surprise, Clara murmura. D'accord, je vais vous aider. Le lendemain, elle lui apporta un sac. À l'intérieur, un pantalon déchiré, 2 chemises en lambeaux, un sweat à capuche usée et des sandales abîmées. Il y avait aussi un vieux sac en toile, terni, troué, comme ceux qu'on utilise pour ramasser des déchets. Thomas enfila le tout et se regarda dans le miroir. Même lui ne se reconnaissait pas. Clara ajusta son col et murmura. Ne parlez pas trop. Asseyez-vous, observez, écoutez. Thomas hocha la tête. Puis il ouvrit une petite boîte en métal et en sortit quelque chose qu'il avait préparé la veille, un chèque plié, signé, d'un montant de 5 millions. Il le glissa dans la doublure de sa chemise. Je le donnerai, dit-il, à la première femme qui me montrera une vraie gentillesse, pas parce que je la supplie, mais parce qu'elle choisit de s'en soucier. Clara déglutit. Bonne chance, dit-elle. Thomas prit son sac et partit. Thomas s'installa près des portes des marchés, des arrêts de bus, des carrefours animés au cœur de la ville. Ses vêtements étaient poussiéreux, ses cheveux en bataille. Il ne parlait que si on lui adressait la parole. Les gens passaient à côté de lui. Certains le regardaient avec pitié, d'autres ricanaient, quelques-uns laissaient tomber une pièce ou deux, mais la plupart l'ignoraient complètement. Les heures devinrent des jours. Le monde tournait autour de lui comme une rivière en furie, mais Thomas restait immobile, attendant, observant, espérant. Du lever au coucher du soleil, il changeait d'endroit, parfois au bord d'une route, parfois dans un parking de bus ou à l'entrée d'un marché. Les passants défilaient toutes les minutes. Certains chuchotaient, d'autres riaient, beaucoup le traversaient du regard comme s'il n'existait pas. Une poignée lui donnait des pièces, une femme lui lança même un morceau de pain comme à un chien. Mais ce qui le blessait le plus, c'étaient ceux qui feignaient de se soucier. Une jeune fille, Lisa, s'arrêta un jour près de lui. Elle lui adressa un sourire mielleux et dit-elle, « On dirait que tu as traversé beaucoup d'épreuves, pauvre chose. » Thomas leva les yeux, reconnaissant, faisant semblant de ne pas avoir mangé de la journée. « S'il te plaît, murmura-t-il, un peu d'eau ou de pain. » Le sourire de Lisa s'effaça d'un coup. « Tu veux manger ?» Elle éclata de rire et s'éloigna en appelant une amie au téléphone. « Devine quoi, un mendiant crasseux vient de me demander à manger. » Une autre femme, Emma, s'assit à côté de lui. Elle prit des selfies avec lui demanda de sourire pour la photo. Elle posta les images avec une légende. « Aider les démunis, c'est une ambiance #bénie. » Puis elle partit sans un mot, sans un geste de bonté, juste pour récolter des likes et des commentaires. Thomas commença à se demander si le monde avait perdu toute trace de cœur. Peut-être que Clara se trompait. Peut-être que la gentillesse avait disparu. C'était le 5e soir. Les nuages étaient épais, le ciel sombre. La pluie se mit à tomber, pas une pluie douce, mais des gouttes froides et cinglantes qui frappaient le sol et trempaient tout sur leur passage. Thomas resserra son sweat autour de lui. Il s'était assis près d'une boutique de couture, sous un abri de tôle qui fuyait. Le panneau en bois de l'échoppe pendait à peine, son logo de fil et d'aiguilles effacé par des années de soleil. Puis elle apparut. Une femme traversa la rue en courant, un parapluie dans une main, un sac plastique dans l'autre. Sa tenue était simple, une blouse lilas élégante mais sans prétention, un pantalon noir, des chaussons en plastique et un foulard sur les cheveux. Elle s'arrêta net en le voyant, trempé sous son abri précaire. Ses yeux ne montraient ni peur ni dédain, mais une vraie inquiétude. « Tu te fais mouiller comme ça ?» demanda-t-elle doucement. Thomas leva la tête, grelottant. Elle ouvrit son sac et en sortit un petit récipient. Sans dire grand-chose, elle le lui tendit avec les 2 mains. « C'est du riz aux haricots » expliqua-t-elle. « Je l'ai cuisiné pour moi, mais mange, s'il te plaît, tu as l'air affamé. » Thomas le prit lentement, presque incrédule. Elle retira aussi son propre châle et le posa sur ses épaules. « Celui-ci est sec, »
dit-elle. Tu vas tomber malade comme ça. Il la fixa, muet. Merci, murmura-t-il enfin. Elle sourit. Je m'appelle Anna, dit-elle. Je couds des vêtements et j'enseigne dans une école maternelle pas loin d'ici. Il hocha la tête. Moi, c'est Thomas. J'essaie juste de survivre. Je vois bien, répondit-elle avec douceur. La vie est dure en ce moment. Elle ne demanda rien en retour, ne prit pas de photos, ne le regarda pas de haut. Juste de la gentillesse, pure et honnête. La pluie s'intensifia, et Anna le regarda à nouveau. Si tu veux, tu peux rester près de ma boutique jusqu'à ce que ça s'arrête. Je serai là, à coudre de toute façon. Thomas sentit une boule dans sa gorge. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas parlé avec autant de cœur, dit-il. Anna sourit encore. Alors il était temps que quelqu'un le fasse. Il la suivit jusqu'à son atelier, une petite pièce en bois remplie de tissus. Pour la première fois depuis des semaines, Thomas se sentit accepté. Cette nuit-là, la pluie ne s'arrêta pas. Elle martelait le toit de la minuscule boutique d'Anna comme des doigts impatients. Thomas était assis sur un tabouret près de sa table de travail, ses vêtements séchant lentement sous la lumière chaude d'une ampoule solitaire. Anna fit chauffer de l'eau dans une bouilloire électrique et versa un thé dans une tasse. « Bois ça, tu te sentiras mieux », dit-elle en la lui tendant. Il la prit avec gratitude, ses mains enveloppant la chaleur. C'était le geste le plus gentil qu'on lui ait offert depuis longtemps. Ils restèrent silencieux un moment, puis Thomas parla doucement. « Je suis sans abri maintenant. » Anna le regarda, surprise mais pas choquée. Il s'attendait à de la pitié ou à un jugement, mais elle se contenta de hocher la tête. « Eh bien, si ça ne te dérange pas, tu peux rester ici, » dit-elle en jetant un œil autour de son atelier. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sec et sûr. » Thomas cligna des yeux. « Tu me laisserais dormir ici ?» Elle sourit gentiment. « Pourquoi pas? Ma maison est juste au coin de la rue. Je viens ici tous les soirs après l'école. Je t'apporterai à manger. » Une chaleur envahit la poitrine de Thomas, pas seulement à cause du thé, mais grâce à elle. Il regarda autour de lui, les machines à coudre, les rouleaux de tissu, les bobines vides. « Je peux t'aider ?» proposa-t-il. « Avec la couture, ou des courses, n'importe quoi. » Anna rit. « Tu sais coudre ? » « Je peux apprendre. » Et ainsi, les jours passèrent. Thomas aidait à nettoyer l'atelier, coupait des étoffes, portait des sacs pour les clients, livrait des vêtements finis. Le soir, il attendait qu'Anna revienne de l'école, couverte de poussière et fatiguée, mais toujours souriante. Elle enfilait sa blouse de couture et travaillait jusque tard, cousant, mesurant, pliant. Thomas l'observait attentivement. Elle n'était pas seulement gentille, elle était une flamme douce, mêlée de grâce et de force. Une femme qui enseignait aux enfants toute la journée et trouvait encore l'énergie de bâtir son petit commerce le soir. Un jour, alors qu'il pliait des étoffes et riait d'une fermeture éclair maladroite, Thomas lança en plaisantant. « Tu sais, en vrai, je suis milliardaire. » Anna éclata de rire sans même lever les yeux. « Eh bien, riche ou pauvre, un homme bon reste un trésor. » Thomas sourit. Il glissa la main dans sa chemise et en sortit le chèque plié. Il le posa sur la table. Anna le regarda, le prit, lut les chiffres lentement. « 5 millions, dit-elle, haussant les sourcils. Puis elle rit encore. « Tu es drôle, dit-elle en le repliant et en le lui rendant. Tu dois t'entraîner pour devenir comédien. » Thomas la fixa, émerveillé. Pas une once de cupidité dans ses yeux. Pas un instant elle n'y avait cru, et encore moins voulu le garder. Un soir, alors qu'il partageait des ignames rôtis avec de l'huile de cacahuète devant la boutique, Anna sembla plus silencieuse que d'habitude. Thomas le remarqua. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête lentement, perdue dans ses pensées, puis le regarda avec une pointe de timidité. « Je réfléchissais à ma famille, » dit-elle avant de marquer une pause. « Ma mère insiste pour que je ramène quelqu'un à la maison. Ce week-end, c'est son 50e anniversaire. Toute la famille sera là, tante, oncle, cousin, et les questions habituelles. » Elle esquissa un sourire léger. « Tu sais, celle du genre, quand vas-tu te marier? Où est ton homme? Tu ne nous caches pas quelqu'un, j'espère ?» Thomas rit doucement. « Je connais bien ce genre d'interrogatoire. » Anna le fixa, ses yeux brillants. « Je me demandais, est-ce que tu viendrais avec moi? Juste en faisant semblant d'être mon fiancé. » Thomas cligna des yeux, surpris. « Moi ?» Elle hocha la tête doucement. « Je sais que c'est idiot, mais je préférerais y aller avec quelqu'un que je connais plutôt que de mentir encore ou de me faire taquiner. » Thomas la dévisagea. Elle ne plaisantait pas. Elle n'avait pas honte de lui, avec ses vêtements usés, ses tomes poussiéreuses et son vieux sweat. Elle lui demandait de se tenir à ses côtés. Il sourit, son cœur battant doucement. « Ce serait un honneur, Anna. » Le samedi matin, ils partirent tôt pour le village d'Anna.
Thomas avait légèrement taillé sa barbe et portait une chemise simple à boutons avec un pantalon sombre. Il ne ressemblait plus à un mendiant, mais il n'avait rien d'ostentatoire, juste propre et respectable. Lorsqu'ils arrivèrent au domaine familial, l'ambiance était déjà festive. Des voix fortes, de la musique et des rires remplissaient l'air. La fête d'anniversaire de la mère d'Anna battait son plein. Des chaises en plastique étaient éparpillées dans la cour, des vapeurs s'élevaient des marmites de riz parfumé, et des morceaux de viande grésillaient sur des grilles. À peine avait-il posé un pied dans la cour que la grande sœur d'Anna, Sophie, les repéra. Elle portait une robe verte éclatante, des bijoux dorés qui dansaient à chacun de ses pas, et se tenait avec l'assurance d'une reine. Sophie était directrice dans une banque en ville et ne manquait jamais de le rappeler. Elle toisa Thomas de haut en bas, le nez plissé. « C'est lui » demanda-t-elle, bras croisés. Anna sourit et passa son bras sous celui de Thomas. « Oui, Sophie, voici Thomas. » Sophie ne rendit pas le sourire. Ses yeux scrutèrent sa chemise modeste, ses chaussures discrètes, son regard calme. « Tu n'as pas trouvé quelqu'un de plus raffiné » lança-t-elle avec sarcasme. « Ou au moins quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir emprunté ses habits à un chauffeur de bus. » Thomas ne répondit pas. Il inclina la tête poliment. « Enchanté de vous rencontrer. » Sophie ricana. En avançant dans la cour, Anna murmura. « Désolée pour elle. » Thomas sourit. « J'ai entendu pire. » Plus tard dans l'après-midi, toute la famille était réunie autour de la table. Les assiettes cliquetaient, les verres s'entrechoquaient, les conversations fusaient. Puis Marc entra. Grand, imposant, bruyant, c'était l'ex d'Anna. Il portait une chemise de marque avec le logo de Berger Industries sur la poitrine et marchait comme s'il possédait les lieux. Il salua tout le monde avec un sourire forcé et serra Anna dans ses bras, un peu trop longtemps. Thomas observa en silence. « J'ai entendu que tu étais fiancé, » dit-il en se tournant vers Thomas. « C'est lui ?» Anna acquiesça. « Oui, c'est Thomas. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Marc rit fort, assez pour que toute la table l'entende. « eh bien, dit-il. À voir les choses, le goût d'Anna ne s'est pas amélioré. Et pour répondre à ta question, ta mère m'a invité. » Un silence pesant s'installa. Marc continua. « Quand tu m'as quitté, je pensais que tu montais en gamme, mais on dirait que tu es passé d'une berline à un vélo rouillé. » Quelques rires nerveux éclatèrent. Thomas ne broncha pas, mais Anna se pencha en avant. « Je choisirais Thomas 100 fois plutôt que toi, » dit-elle clairement. « Parce que, contrairement à toi, il me respecte. Il ne trompe pas avec sa secrétaire en mettant ça sur le compte du stress. » Le visage de Marc se figea, mais avant qu'il ne puisse répliquer, la mère d'Anna toussota, sa voix ferme. « Thomas, dis-moi, » demanda-t-elle, « que fais-tu dans la vie, exactement ?» Thomas sourit doucement. « Des petites choses par-ci, par-là. » La mère d'Anna fronça les sourcils, peu impressionnée. « Donc pas de travail stable, pas de terrain, pas de voiture ? Comment comptes-tu prendre soin de ma fille ?»« Maman, » intervint Anna, « je suis heureuse, c'est pas ça qui compte. » Sa mère fixa Thomas. « Es-tu sûr que tu ne la manipules pas, que tu ne te caches pas derrière de belles paroles parce que tu n'as rien à offrir ?» Thomas resta calme. Il ne se défendit pas, ne haussa pas le ton. Il baissa simplement les yeux et plia sa serviette. Cette nuit-là, après le départ des invités, alors que la lune brillait bas dans le ciel, Thomas sortit de la maison et passa un coup de fil discret. 4 mots seulement. « Clara, envoie ça demain. » Le lendemain matin, le soleil se leva sur le domaine familial d'Anna. Tout le monde était réuni dans la cour pour le petit déjeuner, riant, mangeant les restes de riz et échangeant des anecdotes. Puis un bruit sourd résonna au loin, vroom. Le ronronnement profond d'un moteur fit tourner les têtes. Une SUV noire rutilante s'arrêta, suivie de 2 autres véhicules, tous impeccables, vitres teintées, visiblement coûteux. Le chauffeur descendit, tenant un dossier rouge et une petite boîte. « Qui est la mère de mademoiselle Anna ?» demanda-t-il. La mère d'Anna s'avança, perplexe. Il lui tendit la boîte. « Le fiancé de votre fille m'a demandé de vous livrer ceci. » À l'intérieur, des clés de voiture neuves. La foule retint son souffle. « Attendez, c'est sérieux ?» cria quelqu'un. Avant que Thomas ne puisse dire un mot, Marc se redressa, un grand sourire aux lèvres. « Allez, avouez, » dit-il en se tapant la poitrine. « Vous savez que j'ai voulu faire quelque chose de spécial pour la femme qui a élevé mon premier amour. » Les regards se tournèrent vers lui. « C'est toi qui as acheté tout ça ?» demanda quelqu'un. Marc cligna de l'œil. « Superviseur chez Berger Industries, ça vous dit quelque chose ? La vie a changé. » Tout le monde applaudit. Les oncles d'Anna trinquèrent, Sophie serra Marc dans ses bras. « Waouh, tu assures. Anna, voilà comment on reconnaît un vrai homme. » Thomas resta silencieux à côté d'Anna. Il ne parla pas, même si c'était lui qui avait organisé ce cadeau. Il ne les corrigea pas. Il se contenta d'observer.
Plus tard cette semaine-là, de retour en ville, Anna invita Thomas à une pendaison de crémaillère. Une ancienne camarade d'université, Julie, venait d'acheter un appartement et avait convié tous leurs amis d'études. La maison de Julie était lumineuse et moderne, des lampes design, des fauteuils en cuir, une grande télévision diffusant des clips musicaux. Les filles portaient du maquillage sophistiqué et des parfums coûteux, les garçons sentaient le parfum fort et parlaient de leur job dans le pétrole, la banque ou des entreprises étrangères. Anna arriva dans une robe simple et des chaussures plates. Thomas, fidèle à lui-même, portait ses vêtements discrets. À peine entrée, les murmures commencèrent. C'est Anna, toujours habillée comme une domestique. Elle était la meilleure de la promo, non? On dirait que le cerveau ne fait pas tout. Ils riaient. Julie les accueillit avec un sourire forcé. Anna, ça fait longtemps. Puis elle se tourna vers Thomas. Et lui, c'est? Anna répondit fièrement. Voici Thomas, mon fiancé. Julie haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Thomas sourit. J'essaie de me débrouiller. Ah, pas d'entreprise? Pas de start-up? Quelqu'un chuchota. Il a l'air d'un type qui répare le générateur derrière la maison. Les rires fusèrent. Une fille lança à Anna. T'as toujours aimé les galères, mais là, t'es vraiment passé de la classe à la casse. Un gars pointa les chaussures de Thomas. Tu les as trouvées au marché d'occasion? Une autre plissa les yeux. Attends, c'est pas le mec qui demandait son chemin à l'arrêt de bus la semaine dernière? T'es sûr qu'il est pas voleur? Thomas garda son sourire. Il savait qui il était, et il n'avait pas besoin de se justifier. Mais avant qu'Anna ne puisse répliquer, Julie fit une grimace et agita la main. Désolé, mais je crois qu'il devrait partir. Mes voisins surveillent, tu sais comment sont ces résidences. Quelques minutes plus tard, un agent de sécurité apparut. Madame a dit que vous devez sortir. Thomas se leva calmement. Anna n'hésita pas une seconde. Elle se leva aussi, prit son sac et déclara, assez fort pour que tout le monde entende. Vous avez peut-être de beaux sols et des lumières, mais si vous pensez que c'est ça, la classe, alors je n'en veux pas. Elle balaya la pièce du regard. Ne méprisez pas les gens juste parce que vous vous croyez supérieur. Vous ne connaissez pas leur histoire. Puis elle prit la main de Thomas. Allons-y. Ils s'avancèrent vers la sortie, main dans la main, tête haute, cœur lourd mais uni. Anna serrait fort la main de Thomas, ses yeux brillants de colère contenue. Elle ne laisserait pas les larmes couler, pas ici, pas devant eux. Ils avaient moqué ses vêtements, ses chaussures, son silence, mais elle s'en fichait. Elle était fière de lui, de l'homme qu'il était. Travailleur, au cœur généreux. Ils étaient à 2 pas de la grille quand tout bascula. Des klaxons retentirent, des phares s'allumèrent, des moteurs grondèrent. Le sol vibra légèrement. Tout le monde se figea. Par les grandes portes de la résidence, 3 SUV noirs entrèrent lentement, suivis de 2 berlines élégantes. Les voitures avançaient avec une autorité silencieuse, captant tous les regards. La musique s'arrêta, même le DJ resta immobile. La portière du premier SUV s'ouvrit. Un homme grand, en costume noir, avec une oreillette, descendit. Il scruta la foule, hocha la tête et ouvrit la deuxième portière. Clara en sortit, calme, vêtue d'un tailleur sombre. Elle marcha droit vers Thomas. « Monsieur » dit-elle avec une légère révérence, « tout est prêt. » Des exclamations étouffées parcoururent la pièce. « Monsieur » Elle parle à qui? Avant que quiconque ne comprenne, des gardes du corps émergèrent. Les téléphones se levèrent, les gens commencèrent à filmer. Un gars murmura. On dirait un tournage de film. Une fille ajouta. Attends, ce type me dit quelque chose, je l'ai vu aux infos. La main d'Anna trembla dans celle de Thomas. Il se tourna vers elle, ses yeux doux, puis lâcha doucement sa main. Il avança de 2 pas, sortit un dossier plié de sa poche arrière, l'ouvrit et éleva la voix, pas avec colère, mais avec clarté, pour que tous entendent. Je m'appelle Thomas Berger. Le silence fut assourdissant. Je suis le PDG de Berger Industries et le seul fils de monsieur et madame Berger. Il brandit les documents, son identité, ses parts dans l'entreprise. Les invités attrapèrent leur téléphone, cherchant frénétiquement, les mains tremblantes. Des photos de lui avec des présidents, des discours, des récompenses défilaient. La bouche de Julie s'ouvrit en grand. Une fille laissa tomber son verre de vin. Le gars qui avait moqué ses chaussures s'assit, abattu. Un garçon au fond diffusait tout en direct. En quelques minutes, la vidéo devenait virale. Thomas se tourna vers Anna, sa voix plus douce. « Je suis venu à toi sans rien, Anna. Sans nom, sans statut, juste un cœur fatigué et des mains vides. » Elle resta figée, des larmes montant à ses yeux. « Tu m'as donné à manger quand tu avais peu. Tu m'as offert un abri quand tu pensais que je n'avais nulle part où aller. Tu m'as donné de la gentillesse quand le monde me jugeait. » Il s'agenouilla et sortit une petite boîte en velours. La pièce entière retint son souffle.
Même les gardes semblaient surpris. Il l'ouvrit lentement, une bague en diamant scintilla sous les lumières. « Anna, dit-il, la voix tremblante, tu es un joyau rare, et je veux passer le reste de ma vie à remercier le ciel de t'avoir trouvé. Veux-tu m'épouser » Anna porta une main à sa bouche, les larmes coulant librement. Elle hocha la tête. « Oui » murmura-t-elle. « Oui, Thomas. » La salle éclata en applaudissements, certains maladroits, d'autres figés par la honte. Julie s'approcha, le visage rouge. « Thomas, je suis tellement désolée pour tout ce qu'on a dit. On ne savait pas. » Il la regarda calmement. « Vous jugez l'emballage, pas la personne. » Puis il se tourna vers Anna, prit sa main, leurs regards soudés. Entourés de regards silencieux et de flashs d'appareils photo, ils s'éloignèrent, côte à côte, non plus comme un mendiant et une couturière, mais comme des âmes sœurs. 2 jours après ce drame, Thomas organisa une conférence de presse. Pas pour affaires, pas pour le profit, mais pour quelque chose de personnel. Les caméras clignotaient, les micros pointaient vers lui, les journalistes murmuraient en attendant. Puis il monta sur le podium, en costume bleu sombre, calme et sûr de lui. Clara se tenait à ses côtés. Il s'éclaircit la gorge. « J'ai une annonce personnelle à faire aujourd'hui, plus importante que n'importe quel contrat ou accord commercial. » Il fixa les caméras. « Je veux présenter publiquement la femme qui a changé ma vie avec une assiette de nourriture, un châle sec et le cœur le plus généreux que j'ai jamais connu. » Il sourit. « Elle s'appelle Anna Martin, et c'est ma fiancée. » La salle retint son souffle. Les écrans s'allumèrent à travers le pays. En quelques minutes, l'information était partout, blogs, gros titres, réseaux sociaux. Le PDG de Berger Industrie fiancé à une couturière et enseignante, de la bonté à la couronne. Dans le village, les téléphones sonnèrent. La mère d'Anna lut les nouvelles sur son petit écran, lèvres serrées. Sophie pleura doucement dans la cuisine, honteuse de ses mots. Marc, blême, fixait son lit. Il savait qu'il avait insulté et tenté de s'attribuer le mérite devant le vrai patron, lui qui n'était qu'un superviseur dans une petite branche. Ses mains tremblaient. Il ne dormit pas cette nuit-là. Dans la ville, Thomas avait une surprise pour Anna. Il l'emmena devant une magnifique maison aux murs blancs, illuminée de lumière dorée et entourée de jardins fleuris. « C'est à toi » dit-il. Elle resta bouche bée, sans voix. « Et ça aussi » ajouta-t-il en lui tendant une clé de voiture neuve. Puis il lui donna une enveloppe. Elle l'ouvrit lentement. 100 millions à son nom, pour son commerce, sa couture, ses rêves. Les yeux d'Anna se remplirent de larmes, mais elle lui rendit l'enveloppe. Thomas cligna des yeux, surpris. « Je ne t'ai pas aidé pour obtenir quoi que ce soit » dit-elle doucement. « Je t'ai aidé parce que c'était juste. Je ne peux pas accepter ça. » Thomas la regarda, stupéfait. Tout le monde voulait toujours plus, mais elle ne voulait rien. Clara, qui se tenait non loin, gloussa et murmura. « Je te l'avais dit. » Thomas rit doucement, les yeux toujours posés sur Anna. « Je ne te laisserai jamais partir, » dit-il. Ce soir-là, les parents de Thomas rentrèrent d'un long voyage d'affaires à l'étranger. La maison était calme à leur arrivée. Quelques minutes après qu'ils se furent installés, Clara entra avec un léger coup à la porte. « Votre fils est enfin fiancé, vous avez dû voir les nouvelles » dit-elle doucement. Le sourire de la mère de Thomas se figea. « À cette fille insignifiante » demanda-t-elle, le visage crispé. Elle se leva et fit les 100 pas. « Une enseignante, une couturière. Elle n'est pas de notre monde, Clara. » Son père resta silencieux. « Elle nous fera honte lors des événements internationaux. Que diront les gens ?» Clara répondit calmement. « Ils diront que votre fils a trouvé l'amour, c'est tout. » Mais la mère de Thomas n'en démordait pas. Elle n'est pas son égale. Elle plia un article de journal et le jeta sur la table. « Ce n'est pas fini. » Le lendemain matin, Thomas faisait face à ses parents dans le grand salon de la demeure Berger. La lumière du soleil traversait les murs de verre, mais l'atmosphère était glaciale. Sa mère était assise bien droite, ses doigts tapotant lentement la coudoir. Son père, comme toujours, observait en silence. « Je suis content que vous soyez de retour, » dit-il doucement. « J'ai quelque chose à vous dire. »« On sait déjà » coupa sa mère. Elle posa une tablette sur la table, affichant une photo d'Anna souriant, tenant sa main. « Elle est gentille » ajouta-t-elle, la voix tendue. « Mais, Thomas, ça ne peut pas marcher. » Il la regarda. « Elle est bonne, travailleuse, intelligente. Que pourrais-je vouloir de plus ? Tu as besoin de quelqu'un qui corresponde à notre monde, » répondit-elle. « Quelqu'un qui comprend le pouvoir, la politique, la vie publique. » Thomas secoua la tête. « Elle me comprend, moi ?» Sa mère se leva et marcha lentement vers la fenêtre. La fille du président du Sénat, Lisa, est célibataire. Son père est prêt à nous offrir ce contrat d'autoroute. Des milliards, une richesse pour des générations.
C'est pour ça qu'on a travaillé. Thomas baissa les yeux. Son père prit enfin la parole. Tu ne peux pas laisser tes émotions détruire tout ce qu'on a construit. La voix de Thomas resta ferme. On n'est pas pauvre. On a assez d'argent pour plusieurs générations. Sa mère se retourna brusquement. Oui, mais il faut le protéger avec stratégie. Elle revint se planter devant lui. Tu veux tout jeter par la fenêtre pour une fille qui coud dans une boutique en bois. Ce n'est pas juste une fille. C'est la femme qui m'a rendu ma paix, qui m'a fait croire en l'amour à nouveau. Thomas, dit-elle d'un ton sec, tu es l'héritier. Le nom Berger doit rester respecté. Pense à l'héritage, à l'entreprise. Il se leva à son tour. J'y ai pensé. Et je préférerais tout perdre plutôt que de perdre Anna. Sa mère le fixa, les yeux écarquillés de colère. Alors c'est ton choix. Elle attrapa un dossier sur la table. À partir de maintenant, si tu refuses d'épouser Lisa, tu perds ton héritage, tes parts dans l'entreprise, ton siège au conseil. Tout. Les mains de Thomas se serrèrent en poing. Je me crois capable, et vous le savez aussi. Mes actifs ne viennent pas tous de Berger Industries, dit-il calmement. Je n'ai pas peur de recommencer. Le silence emplit la pièce, lourd. La bataille entre l'amour et l'héritage venait de commencer. Thomas quitta la maison ce jour-là, le cœur déchiré. Il avait choisi l'amour, mais à quel prix? Son héritage, son entreprise, tout ce que son nom portait. Cette nuit-là, il s'assit avec Anna dans son petit salon. Le ventilateur grinçait au-dessus d'eux, une ampoule vacillait doucement. Elle était silencieuse à ses côtés, et il voyait la douleur dans ses yeux. « Tu n'as pas besoin de le dire, » murmura-t-elle. « Je sais ce que tes parents ont dit. » Thomas se tourna vers elle. « Peu importe ce qu'ils disent. »« Mais Thomas, » chuchota-t-elle, « tu travailles pour cette entreprise depuis tes 20 ans. C'est ta vie, ton nom. » Il prit sa main. « Tu vaux plus que tout ça. Je peux repartir de zéro. J'ai assez d'actifs et de liquidités, je ne serai pas ruiné. » Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai l'impression de t'arracher à ton monde. »« Tu ne m'arraches à rien, » dit-il. « Tu m'offres un nouveau monde, un meilleur. » Mais au fond, Anna souffrait. Elle voyait la pression, les regards, les gros titres, les contrats qui s'effondraient. Elle ne voulait pas être la raison pour laquelle il perdait sa place de PDG. Le lendemain matin, Thomas se réveilla et ne la trouva pas. Sa machine à coudre était immobile, ses piles de tissu intactes. Sur la table, un petit mot écrit d'une écriture soignée. « Je t'aime de tout mon cœur, mais je préférerais te voir réussir plutôt que d'être la raison de ta chute. Anna. » Thomas resta là, le mot tremblant dans ses mains. Le sol semblait s'être dérobé sous ses pieds. Les jours passèrent. Puis vint le gala huppé, organisé dans les tours Berger. Lustres dorés, rideaux de soie, presse et paparazzi partout. Tous les puissants étaient là, sénateurs, PDG, investisseurs étrangers. La soirée devait célébrer le pouvoir et annoncer les fiançailles de Thomas avec Lisa, la fille du président du Sénat. Elle se tenait près de la scène, dans une robe scintillante, souriant au flash. Thomas arriva en retard. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il entra en costume noir simple, sans cravate ni épingle de luxe, juste une force tranquille dans sa démarche. Il monta sur scène et prit le micro. « Bonsoir à tous », commença-t-il. Silence. Je sais que cette soirée était prévue pour une annonce, et il y en a une. Les gens se penchèrent en avant. Il balaya la salle du regard, puis dit clairement. « Je ne veux pas d'une reine issue de la politique. Je veux une reine avec un cœur, la reine de mon cœur. » Quelques exclamations. Lisa cligna des yeux, confuse. « Mes parents m'ont donné un ultimatum, » poursuivit-il. « J'ai choisi l'amour. » Il regarda la foule, la voix assurée. « Si vous ne pouvez pas accepter la femme qui m'a redonné espoir quand j'étais perdu, qui m'a montré le bien chez les gens, alors je démissionne de mon poste de PDG ce soir. Si je ne peux pas diriger avec mon cœur, je n'ai rien à faire à la tête de cette entreprise. » Les murmures devinrent un brouhaha. Il descendit de la scène et sortit dans la nuit, tête haute, cœur ouvert. Pendant ce temps, loin de là, Anna était assise au bord de son lit, les doigts tremblants autour d'une petite bandelette blanche. 2 lignes roses. Elle les fixa, encore et encore. Des larmes coulèrent sur ses joues, silencieuses, douces, non pas de peur, mais sous le poids de l'amour et de la confusion. Elle était enceinte. Cela faisait 2 semaines qu'Anna avait quitté Thomas. Elle n'avait pas répondu à ses appels, pas ouvert ses messages. Elle avait changé de ville, s'était installée chez une vieille amie et avait commencé à enseigner dans une petite école communautaire. Chaque jour, elle se répétait, « C'est mieux ainsi. Il a assez de pression, il mérite de voler sans s'inquiéter pour moi. J'élèverai cet enfant seul, discrètement, avec amour. » Elle caressait doucement son ventre et murmurait, « Tu n'es pas seule, d'accord? Maman est là. » Mais certaines nuits,
Elle serrait son oreiller et pleurait en silence, car il lui manquait terriblement. Pendant ce temps, Thomas était rongé par l'inquiétude. Il avait fouillé chaque coin de la ville, appelé tous les numéros, exploré tous les quartiers où elle aurait pu être. Un soir, il se tenait devant son ancienne boutique de couture, les lumières éteintes, l'air immobile. « Où es-tu, Anna ?» murmura-t-il. Il avait tout abandonné, mais sans elle, même la liberté semblait vide. Un après-midi tranquille, la mère de Thomas assistait à un événement caritatif dans une petite ville. Elle avait voulu fuir le tumulte après le fiasco du gala, où son fils avait renoncé à son héritage. En passant devant un centre de santé, elle aperçut un visage familier, mince, fatigué, mais rayonnant. C'était Anna, qui aidait une femme enceinte à porter un sac de vêtements pour bébé. La mère de Thomas s'arrêta. Elle l'observa de loin. Anna souriait doucement, tenait la main de la femme, essuyait ses larmes. Puis elle baissa les yeux sur le ventre d'Anna et remarqua une légère rondeur, discrète mais visible pour une mère attentive. Ses yeux s'écarquillèrent, son cœur s'arrêta. Elle demanda à une infirmière, « Vous connaissez cette jeune femme ?» L'infirmière sourit. « C'est mademoiselle Anna, une fille adorable. Elle enseigne aux enfants ici, elle attend un bébé, vit simplement mais aide toujours les autres. » La mère de Thomas resta silencieuse longtemps. Cette femme qu'elle avait rejetée, qu'elle avait jugée indigne de leur monde, portait son petit enfant avec une grâce infinie. Pour la première fois depuis des années, son cœur s'adoucit. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle tenait une tasse de thé refroidi, repensant au visage d'Anna, à son sourire malgré la douleur, à sa générosité désintéressée, à l'enfant qu'elle portait sans rien demander. Son mari entra, silencieux comme toujours, lisant les rapports financiers du jour. « Je l'ai vu aujourd'hui » dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Qui » ? Anna. Ses yeux se plissèrent légèrement. « Elle est enceinte » ajouta-t-elle. « Elle vit dans un petit endroit, enseigne, aide dans une clinique, et tient bon. » Il ne dit rien. « Elle porte notre petit enfant » reprit-elle avec un petit rire ému. « Et moi, je l'ai jugée tout ce temps, parce qu'elle n'était pas née dans une famille influente. » Elle le regarda, la voix ferme. « Elle a quelque chose que l'argent n'achète pas. La force, la loyauté, le cœur. » Le visage de son mari changea. « C'est la bonne pour notre fils » murmura-t-il. Il s'approcha et hocha la tête. « Tu as raison. J'ai vu combien notre fils a changé en mieux depuis qu'il l'a rencontré. » Ce même soir, Thomas reçut un appel de Clara. Elle lui donna une adresse. Il ne perdit pas une seconde, conduisit lui-même jusqu'à la petite clinique dans cette ville paisible. Quand il entra, il la vit, assise, calme, les mains posées sur son ventre. Elle leva les yeux et se figea. Leurs regards se croisèrent, aucun ne parla pendant un instant. Puis Anna se leva, les yeux humides, incertaine de sa réaction. « Je ne voulais pas perturber ta vie » dit-elle doucement. « Je voulais juste élever notre enfant en paix. » Thomas s'avança, ses mains tremblantes posées sur son ventre. « Tu portes notre enfant » murmura-t-il. Elle hocha la tête. Alors, il la serra dans ses bras, fort, et dit à travers des larmes discrètes. « Merci, Anna. Je n'ai jamais été aussi heureux. Je pensais avoir tout perdu, mais je viens de tout trouver. » Quelques jours plus tard, Thomas emmena Anna rencontrer ses parents. Elle s'assit timidement dans l'immense demeure, mal à l'aise. Monsieur Berger s'approcha, ôta son chapeau et plongea ses yeux dans les siens. « D'abord, je dois m'excuser, » dit-il. « Je t'ai jugé sans te connaître. » Anna resta bouche bée. « Tu as donné à notre fils quelque chose qu'on ne pouvait pas lui offrir, la paix, et maintenant une famille. » Sa mère hocha la tête, trop émue pour parler. « Merci, » ajouta Monsieur Berger doucement. Quelques jours après, Anna était assise dans le manoir Berger, une tasse chaude entre les mains, quand son téléphone sonna. C'était sa famille, pas juste sa mère ou Sophie, mais tous, oncles, tantes, cousins. Ils ne parlèrent pas seulement à elle, ils demandèrent à parler à Thomas. Un par un, ils s'excusèrent. « On aurait dû te contacter plus tôt, mais on avait trop honte. J'ai eu tort. Je t'ai méprisé, et j'ai appris une leçon précieuse. » La mère d'Anna dit doucement. « Merci d'aimer ma fille comme nous aurions dû le faire. » Thomas écouta, hocha la tête et leur pardonna d'une voix calme, car le cœur d'Anna était grand, et le sien l'était devenu aussi. Bientôt, l'histoire de Thomas et Anna était partout, journaux, blogs, chaînes d'information. Le milliardaire prêt à tout abandonner pour l'amour, et l'enseignante qu'il avait aimée sans connaître sa fortune ou son nom. Les investisseurs admiraient son courage, les actions de Berger Industries doublèrent, d'anciens partenaires revinrent, de nouveaux se joignirent. On lui faisait davantage confiance, non plus seulement comme homme d'affaires, mais comme homme de cœur. Cette fois, Thomas n'était pas juste un PDG. Il était respecté mondialement pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Quant à Marc, sa chute fut discrète.
Un matin, un mémo du siège annonça son licenciement. Une enquête avait révélé qu'il détournait des fonds vers des comptes fictifs. Thomas n'avait rien demandé, trop occupé pour se soucier d'un superviseur d'une petite branche, mais le destin avait fait son œuvre. Marc partit dans la honte, ayant perdu non seulement son emploi, mais aussi son intégrité. Le soleil brillait doucement sur le manoir Berger. L'air sentait le jasmin et la vanille. Un long tapis rouge s'étendait dans l'allée, bordé de chaises dorées et de pétales de rose. Des colombes blanches attendaient dans des cages, prêtes à s'envoler au baiser. Le monde avait entendu parler de ce jour, les médias en chuchotaient, mais à l'intérieur des grilles, il ne s'agissait pas de pouvoir, mais d'amour véritable. Les invités étaient assis, chefs d'État, PDG, royaux lointains. Mais les yeux de Thomas ne cherchaient qu'un visage. Puis elle apparut. Anna avança lentement dans l'allée, sa robe blanche fluide comme de l'eau, ses cheveux en boucles douces sous un voile, tenant des lys blancs, simples et élégants, comme elle. Elle marchait comme la reine qu'elle avait toujours été, désormais reconnue par le monde. Des exclamations emplirent l'air, non seulement pour sa robe magnifique, mais pour l'éclat dans ses yeux. Sophie, près du premier rang, plairait déjà. La mère d'Anna porta une main à son cœur, submergée par la beauté et la grâce de sa fille, désormais une mariée honorée par le monde. Arrivée à l'hôtel, Anna leva les yeux vers Thomas, qui avait les larmes aux yeux. Elle murmura « Salut ». Il répondit « Tu es à couper le souffle ». Le prêtre sourit et leur demanda de prononcer leurs vœux. Thomas prit sa main. « Anna Martin », commença-t-il, la voix tremblante. « Quand je t'ai rencontrée, tu pensais que je n'avais rien, pas de nom, pas de costume, pas de voiture. Mais tu n'as pas vu un mendiant, tu as vu un homme. Tu m'as nourri, abrité, cru en moi quand je ne croyais plus en l'amour. Je suis ici aujourd'hui, non parce que je suis riche, mais parce que ton amour m'a complété. Je promets de te chérir, de t'honorer et de me battre pour toi chaque jour, pour toujours. » Anna essuya ses larmes et parla. « Thomas Berger, dit-elle, douce et ferme. Tu es entré dans ma vie comme un étranger aux yeux fatigués. Je ne connaissais pas ta valeur, mais je connaissais ton âme, et je l'ai aimée. Tu m'as fait me sentir vue, en sécurité, précieuse. Même quand notre amour a été menacé, tu es resté à mes côtés. Tu m'as choisi, pas pour ma richesse ou mon pouvoir, mais pour qui je suis. Je promets de marcher avec toi dans l'abondance comme dans les tempêtes, dans le silence comme dans la joie. Tu es mon refuge, ma maison. Je t'aime maintenant et pour toujours. » La foule renifla, essuya des larmes. Même les caméras semblaient figées. Quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Thomas prit son visage doucement et l'embrassa avec toute la tendresse de son cœur. Les colombes s'envolèrent, des feux d'artifice illuminèrent le ciel, et la foule éclata en applaudissements. Sophie courut enlacer sa sœur, sanglotant. « Je suis si fière de toi. » La mère d'Anna serra Thomas fort, murmurant « Merci de l'aimer. » Les parents de Thomas, humbles et changés, applaudissaient avec fierté. La réception se tint sous un dais de verre, illuminé de lumière dorée, rempli de rires, de musique, de danse, mais surtout de paix. Anna et Thomas dansèrent lentement sous les étoiles, le monde les regardant mais s'effaçant, car en cet instant, rien d'autre ne comptait que leur amour et leur promesse de le préserver toujours. Anna n'était plus juste une enseignante, elle était la femme de Thomas. Ensemble, ils étaient la preuve que l'amour véritable triomphe toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé l'histoire, aimez et abonnez-vous, et partagez vos avis dans les commentaires. À bientôt.